Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes le 21 janvier et nous nous retrouvons pour ce début d'année pour le 4e webinaire du cycle annuel de la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Et aujourd'hui, le thème, c'est la diversité des richesses humaines. Alors, pour introduire ce webinaire et pour ceux qui ne nous suivent pas depuis le mois d'octobre, juste de rappeler pourquoi le programme reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général et pourquoi, du coup, ce webinaire. De rappeler très rapidement que, on le sait tous, que les transformations actuelles et le contexte actuel est tellement complexe que ça concerne toutes les organisations, qu'elles soient publiques ou privées, et que dans ce contexte-là, elles se questionnent également sur leur modèle socio-économique. Le Rameau et d'autres partenaires, depuis 12 ans, cheminent ensemble sur les modèles socio-économiques et plus particulièrement ceux d'intérêt général. Et ces 12 ans ont permis de capitaliser une connaissance qui a été partagée. C'est pour ça que le Rameau, avec ses partenaires que sont la Fondation Total, la Croix-Rouge française, la Banque des Territoires et le ministère de l'Éducation nationale en charge de la vie associative, ont souhaité lancer un programme sur la reconnaissance donc, des modèles socio-économiques d'intérêt général qui répond à 3 objectifs qu'on va détailler un peu plus après, mais 3 objectifs. Partager une culture commune sur ce qu'est un modèle socio-économique et la diversité des modèles en présence. C'est de pouvoir, du coup, de permettre à chacun, parce qu'ils ont compris ces spécificités, de pouvoir se positionner par rapport à tous ces modèles. Et enfin, c'est de pouvoir apprendre collectivement à gérer cette complexité, parce que la question des modèles socio-économiques et la réflexion sur les modèles socio-économiques étant complexe, il faut bien sûr pouvoir la piloter. Alors, ce programme, il est animé tous les mois par un webinaire que l'on fait donc tous les troisièmes jeudis du mois. Et ils ont commencé ces webinaires, ce cycle de webinaires a commencé en octobre dernier. Donc, on a déjà à notre actif 3 webinaires et les 3 premiers webinaires ont eu pour thème finalement de pouvoir donner un aperçu global de ce que sont les modèles socio-économiques. Et d'ailleurs, on va retrouver un petit peu après le cheminement que l'on a eu ces 3 premiers mois. On attaque donc 2021 avec une nouvelle thématique qui est comment on hybride un modèle socio-économique. Et là, notre objectif pour les 3 prochains webinaires dans celui d'aujourd'hui, ça va être de pouvoir éclairer les 3 piliers complémentaires d'un modèle socio-économique, c'est-à-dire les richesses humaines d'une part, les leviers financiers d'autre part, et en mars, on abordera la question des alliances. Donc aujourd'hui, on est bien sur le premier webinaire qui ouvre cette année, la diversité des richesses humaines. Et on verra à la fin de ce webinaire quelles sont les autres thématiques qui nous attendent dans les prochains mois. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous propose dans le cadre de ce webinaire, c'est 3 temps, comme d'habitude. On va rappeler notre cheminement depuis le mois d'octobre particulièrement. Et on va avoir une petite vidéo, une intervention de Charles Benoît. Et ensuite, le cœur de notre sujet, ça va être d'aborder la diversité des richesses humaines. Quelles sont-elles? Et avec nous, on a la chance d'avoir 3 partenaires que l'on remercie, France Bénévolat, Unicité et le cabinet de conseil révélateur de richesses immatérielles. Et comme d'habitude, pour ceux qui nous connaissent, on reviendra sur le programme, qu'est-ce qu'on va y découvrir et quelles sont les prochaines dates. Alors, sans plus attendre, on commence cette session par le rappel de notre cheminement et une vidéo teaser qui va nous expliquer en fait l'ensemble des bases du modèle socio-économique. Pardon. Charbonneau, allez-y. Oui, alors donc, bonjour à tous et bonne année. Nous voulions en ce début d'année vous faire un cadeau et un cadeau qui bien évidemment s'intègre dans notre programme de reconnaissance des modèles socio-économiques avec ce module de e-learning sur modèle socio-économique, pourquoi, comment, qui finalement retrace le cheminement que nous avons vécu dans les 3 premiers webinaires. En effet, les 3 premiers webinaires ont véritablement permis de poser les fondations pour comprendre ce qu'est un modèle socio-économique et pourquoi il est particulièrement utile de partir de ceux d'intérêt général. Alors, pour pouvoir vous présenter ce cadeau, eh bien, on vous propose de suivre le petit teaser que l'on a fait, sachant que vous allez pouvoir retrouver ensuite sur notre blog à la fois cette présentation du module et puis surtout, bien évidemment, le module modèle socio-économique, pourquoi, comment, qui est disponible dès aujourd'hui. Voilà le petit film.
Bonjour à tous, très heureux de pouvoir vous présenter le module pédagogique, modèle socio-économique, pourquoi, comment. Rappelons d'abord que cette notion de modèle socio-économique est une définition multifacette qui peut appeler une diversité de définitions et nous avons retenu, pour être le plus simple possible, le sens propre du mot économie, c'est-à-dire l'équilibre de la maison. Et nous avons, au cours d'une décennie de travaux, pu qualifier quels étaient les trois piliers structurels sur lesquels tout équilibre de la maison, qu'il soit familial, qu'il soit au sein des organisations, publiques ou privées, ou plus largement au sein d'un écosystème, nos territoires, notre pays, la planète, finalement repose systématiquement sur trois piliers. Les richesses humaines qui sont mobilisées pour pouvoir agir au service de la maison. Le deuxième, ce sont les financements qui donnent l'énergie économique suffisante pour pouvoir agir, investir et faire fonctionner la maison. Et puis les alliances. Comment notre maison s'articule avec les autres maisons et comment nous pouvons finalement trouver un équilibre, une place dans l'écosystème dans lequel nous évoluons, que cet écosystème soit encore une fois la famille, notre quartier, notre ville, notre pays où nous sommes. Et il est très important de comprendre que l'équilibre de la maison aujourd'hui a été bouleversé. Pas simplement par la Covid-19 qui bien évidemment a bouleversé structurellement toutes nos maisons, qu'elles soient à titre individuel ou collectif, mais aussi parce que les défis de transformation auxquels nous sommes amenés aujourd'hui pour prendre compte des changements économiques, sociaux, environnementaux, sociétaux, fait en sorte que toute maison doit se re-questionner sur son équilibre et d'un point de vue mondial, cet nouvel équilibre a été défini en 2015 à travers les objectifs de développement durable, qui invitent bien chacun à se re-questionner sur sa capacité à contribuer à la maison commune pour pouvoir finalement agir au service de l'intérêt général. C'est dans ce cadre que le programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général a été construit pour pouvoir permettre à chacun à la fois de partager une culture commune de cette notion de modèle socio-économique dans la réalité concrète des organisations, de la diversité des organisations, pour comprendre dans les faits, dans les actes, sur le terrain, qu'est-ce qu'un modèle socio-économique et comment on le pilote. Le deuxième, c'est pour pouvoir se positionner, se repérer dans l'écosystème dans lequel on est. Que l'on soit l'État, une collectivité territoriale, une entreprise, un service financier, une association, un service public, ça ne relève pas des mêmes modèles socio-économiques. Et donc, comprendre l'ensemble des modèles socio-économiques pour savoir quel est le sien et comment il se positionne au regard des autres modèles est le deuxième objectif de ce programme. Et le troisième, c'est d'apprendre à piloter la complexité de ces modèles. De plus en plus, ces modèles s'hybrident, que ce soit sur les richesses humaines, que ce soit sur les leviers financiers, que ce soit au niveau des alliances qui deviennent de plus en plus stratégiques. Et encore une fois, la Covid-19 a montré une fois encore à quel point il est urgent de pouvoir hybrider nos modèles, sans les confondre. Parce que c'est bien parce qu'ils sont différents et qu'il n'y a pas un modèle qui serait plus vertueux ou plus efficace ou plus utile que les autres, que nous devons ensemble trouver la façon de les articuler pour pouvoir avoir un équilibre de la maison, de notre maison commune, qui soit le plus pertinent possible. C'est l'enjeu majeur de ce programme sur la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Pourquoi l'avoir fait d'ailleurs sur ces modèles d'intérêt général? Tout simplement parce que ce sont les plus complexes et les plus hybridés par nature, que ce soit au niveau des richesses humaines, que ce soit au niveau des leviers financiers ou que ce soit au niveau des alliances. Et c'est bien parce que les structures d'intérêt général ont une spécificité, une complexité pour pérenniser leur action, qu'elles ont droit d'utiliser deux leviers beaucoup plus importants que les autres. Alors pour répondre à ces trois objectifs, nous avons mis en place depuis octobre 2020 un cycle de webinaires mensuels, tous les troisièmes jeudis du mois, qui, au cours de 12 étapes, va nous permettre de pouvoir avoir un rythme qui nous permet de partager
les connaissances acquises depuis plus d'une décennie et de les mettre en débat pour aider chaque organisation, chaque territoire, chaque dynamique finalement à pouvoir se nourrir des résultats des autres. Ce cycle de webinaires mensuels nous a déjà offert 3 temps qui nous permettent de pouvoir faire un temps de pause. Temps de pause pour regarder comment nous avons appréhendé la question de comment comprendre le modèle socio-économique. Nous y avons observé 3 prismes d'action. On peut le prendre par le territoire, c'est-à-dire par le besoin d'intérêt général. Et en prenant l'exemple de la région Pays de la Loire, nous avons vu comment est-ce que cette région peut mobiliser des richesses humaines différentes, comment est-ce qu'elle peut mobiliser des financements différents et comment est-ce qu'elle peut mobiliser des alliances différentes. Ce fut le sujet de notre premier webinaire. Notre deuxième webinaire est apporté par la personne. Finalement, si je suis, moi, intéressé par la question des modèles socio-économiques, comment je peux me former, m'informer, agir, et finalement, comment appréhender, pour ma propre compréhension, cette question du modèle socio-économique indispensable, bien évidemment, lorsque je suis dans une organisation en fonction de la décision que je dois prendre sur ce sujet-là. Le troisième webinaire que nous avons abordé a été celui par le prisme de l'organisation. Si je dois transformer mon modèle socio-économique, si je dois comprendre mon modèle socio-économique, finalement, comment je l'appréhende? Comment je conduis le changement qui peut être nécessaire pour pouvoir trouver l'équilibre de la maison qui correspond à mon projet, à qui je suis et surtout à ce que je veux faire dans le futur en fonction de mon ambition pour développer l'intérêt général. Donc on voit bien que pour appréhender cette notion de modèle socio-économique, on peut l'appréhender par la dimension collective, comment s'intègre cette dimension d'intérêt général sur un territoire en fonction des besoins et comment mobiliser les énergies nécessaires pour répondre à ces besoins, peut se poser sur la question de la compétence d'une personne. Finalement, si je suis en responsabilité, en charge d'un modèle socio-économique, comment j'appréhende cette question? Et le troisième angle, si je suis une organisation, à la tête d'une organisation, finalement, comment piloter la sécurisation de la pérennité de ma structure, autrement dit de l'équilibre de la maison dans le temps, et aujourd'hui bien évidemment en fonction non seulement de la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui, mais plus structurellement des transformations demandées dans le cadre de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Toute organisation publique et privée se doit d'avoir cette réflexion-là. C'est bien ces triples aspects qui nous a permis de pouvoir faire un module pédagogique pour pouvoir partager cette dynamique de modèle socio-économique, pourquoi, comment, au travers de 4 questions auxquelles le module répond. Qu'est-ce qu'un modèle socio-économique? Quelles sont les spécificités des modèles socio-économiques d'intérêt général? C'est là où nous rappelons que c'est le plus complexe, donc toujours intéressant d'étudier en priorité le plus complexe pour comprendre aussi les plus simples. Comment piloter la transformation nécessaire lorsque je suis en responsabilité dans une organisation? Et puis, quels sont l'ensemble des outils pour agir? Et donc, nous vous invitons chaleureusement, bien évidemment, à regarder ce module pédagogique, modèle socio-économique, pourquoi, comment, qui vient d'être constitué pour justement être une forme de synthèse de la première étape, des 3 premières escales de notre cheminement à la reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Nous vous souhaitons une bonne vision de ce module et surtout nous vous invitons à continuer à cheminer autour des escales tous les 3e jeudis du mois avec nous pour redécouvrir en permanence la richesse de la variété de ces modèles socio-économiques d'intérêt général. Merci. Alors, donc comme nous l'annonçons, ce module est lancé aujourd'hui même. Mais la question peut être de se dire, mais pourquoi avoir choisi ce webinaire pour finalement incarner cette nécessité à chacun d'entre nous de se saisir de ce sujet? Eh bien, la réponse est tout simplement dans la juste responsabilité de chacun dans la transformation systémique qui est la nôtre. Concernant les institutions, leur responsabilité aujourd'hui est de
piloter les changements induits par les transformations à l'œuvre et piloter l'intérêt général dans un contexte tel que le nôtre n'est pas simple. Pour se repérer, on peut prendre finalement le carnet de voyage à la redécouverte de l'intérêt général qui a été remis à la fois à l'Assemblée nationale, au CESE et au commissariat au plan le 12 janvier dernier pour donner à nos institutions finalement les fruits de ce cheminement collectif que nous avons engagé en 2014. Le deuxième juste responsabilité de chacun, c'est finalement pouvoir aider nos institutions à agir. Les institutions peuvent poser un cadre, elles peuvent donner une impulsion, elles peuvent donner une loi, mais elles ne peuvent pas agir, se substituer aux organisations qui sont les lieux de l'action. Et donc, finalement, chaque organisation, publique ou privée, se doit de s'approprier et de s'engager dans l'agenda 2030, dont nous avons rappelé qu'il est le cœur même de notre capacité à avoir une approche à la fois cohérente et finalement pertinente au service des enjeux systémiques auxquels nous sommes confrontés. Alors, pour se repérer, il existe des outils pour chacun des grands acteurs. Le guide ODD et collectivités territoriales que le comité 21 a lancé, le benchmark des ODD et entreprises qui a été publié à l'occasion de la 6e rencontre des pionniers des alliances en territoire, les études sur ODD ESS ou ODD et enseignement supérieur et recherche qui ont été publiées en début d'année dernière au moment du cycle l'ODD 17 en pratique. Bref, aujourd'hui, les organisations peuvent et doivent s'approprier cet agenda 2030 et très prochainement, nous allons publier notre méthode CAP 2030 pour aider concrètement ces organisations à pouvoir cheminer dans ce cadre. Mais il reste le plus important d'entre nous. Les institutions peuvent fixer un cadre, les organisations peuvent fixer un cap, mais si les personnes, les femmes et les hommes qui constituent ces organisations, qui sont le cœur même de ces organisations, ne comprennent pas l'équilibre de la maison, leur propre maison bien sûr, mais aussi celle des organisations dans lesquelles ils sont impliqués, associations ou entreprises, mais aussi bien évidemment aux collectivités, mais aussi les territoires dans lesquels ils s'incarnent, mais aussi la nation dont ils font partie, et aussi bien évidemment notre planète et notre maison commune. Eh bien, il est évident que si nous ne comprenons pas l'équilibre de la maison qui se joue aujourd'hui, tant sur les questions de richesse humaine, nous n'avons jamais eu besoin autant de talents que d'aujourd'hui. Et tous les talents sont nécessaires. Nous avons vu avec la crise de la Covid-19 combien les premiers corvées que nous avions tous oubliés sont au cœur de notre vivre en société. Bien évidemment, les leviers financiers et puis bien évidemment les leviers d'alliance. Alors, ce n'est pas un hasard si c'est aujourd'hui même où nous allons aborder ensemble la question finalement de l'engagement des personnes, de la diversité des talents, du respect de cette diversité, que nous avons voulu offrir à chacun ce module en rappelant que notre responsabilité individuelle, du plus haut décideur politique au plus simple citoyen, est de comprendre les fondamentaux de l'équilibre de nos maisons, la sienne, celle de l'organisation ou des organisations auxquelles on participe, et bien évidemment celle de la cité où se jouent les questions d'intérêt général. Et c'est pour ça qu'on pensait très important de lancer aujourd'hui ce module, et pour ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, puisque nous n'avons pas le temps de développer, à la fois nous n'avons pas le temps de vous présenter le module, ni de détailler les raisons profondes qui font en sorte que chacun d'entre nous doit être l'ambassadeur de cet équilibre de la maison. Vous retrouverez sur le blog du Rameau, dès ce soir ou peut-être demain matin en fonction de notre temporalité, la capacité à pouvoir approfondir ce que je viens juste de dire. Mais vous comprenez pourquoi il était important pour nous aujourd'hui de demander à 3 de nos partenaires historiques et avec lesquels nous avons cheminé depuis une décennie pour valoriser la diversité de nos talents à l'œuvre. Pourquoi, plus encore aujourd'hui que jamais, il était important de valoriser cette capacité de chacun d'entre nous, de ceux qui sont déjà à l'œuvre, de pouvoir justement se mettre au service de l'intérêt général.
Et je remercie infiniment France Bénévolat, Unicité et le cabinet révélateur de richesse immatérielle d'avoir été à nos côtés, finalement, des bêta-testeurs de convictions qui, à l'époque, n'étaient que des intuitions et qui se sont révélées ô combien justes 10 ans après, parce que c'est grâce à eux, grâce à leur combat quotidien, que les femmes et les hommes de notre pays se mobilisent. Merci à eux, et nous avons voulu, à travers ce webinaire, valoriser non seulement l'engagement de chacun d'entre nous, qu'il soit bénévole, salarié, en service civique, jeune en service civique, stagiaire, en engagement de mécénat de compétences, mais aussi, et peut-être surtout les grands oubliés de ces débats, les femmes et les hommes qui constituent les infrastructures, les organisations, les ingénieries qui permettent à chacun d'entre nous de se mobiliser. Oui, s'il n'y avait pas France Bénévolat, s'il n'y avait pas Unicité, s'il n'y avait pas le cabinet révélateur de richesse immatérielle, s'il n'y avait pas tous ces acteurs qui constituent aujourd'hui les ingénieries nécessaires pour pouvoir favoriser l'engagement de chacun d'entre nous, eh bien non, l'intendance n'aurait pas suivi et non, nous n'aurions pas été capables l'année dernière d'assumer un amortisseur à la crise de la Covid-19. Qu'ils soient les premiers d'entre nous remerciés, parce qu'on pense souvent à remercier les acteurs de terrain, et jamais les ingénieurs qui, derrière eux, patiemment et tous les jours, se battent pour faire reconnaître la valeur de notre engagement individuel. Merci à vous. Merci Charles Benoît pour cette introduction pleine d'enthousiasme. Alors, éclairons donc notre premier pilier du modèle socio-économique d'intérêt général, que sont les richesses humaines. Et donc, vous l'avez vu dans l'introduction, à côté du pilier alliance et financement, ces richesses humaines, elles sont multiples. Elles sont de différentes natures. Ça peut être évidemment des salariés, ça peut être des bénévoles, ça peut être des volontaires en service civique, des stagiaires, du mécénat en compétences, c'est-à-dire l'ensemble des compétences qu'il faut mobiliser pour pouvoir réaliser son projet. Et donc, c'est grâce à nos 3 partenaires qu'on va pouvoir éclairer 3 de ces richesses humaines. Donc, on a de la chance, parce que France Bénévolat va nous dire mais comment on mobilise le bénévolat autour d'un projet d'intérêt général. Unicité va nous dire quelles sont les spécificités du service civique et comment on l'active. Et puis, le cabinet révélateur de richesses immatérielles va nous dire comment les salariés s'engagent autour d'un projet d'intérêt général. Donc, merci d'avance à vous 3 encore. Donc, premier témoignage, c'est celui de France Bénévolat et on est ravis d'accueillir Elisabeth Paco, qui est référente nationale formation au sein de France Bénévolat, qui va nous expliquer comment on mobilise les bénévoles. Elisabeth, c'est à vous et vous avez la main sur le PowerPoint. Bonjour à tous. Et j'y vais. J'ai l'impression que ma connexion n'est pas très bonne. J'espère que ça ira quand même. Donc, je vais vous dire d'abord au nom de qui je parle, qui est France Bénévolat, très rapidement. Donc, France Bénévolat, c'est un collectif de 80 grands réseaux associatifs et de 80 centres locaux, à peu près le même nombre, qui travaillent au développement du bénévolat. Pas au développement de n'importe quel bénévolat, mais au développement d'un bénévolat engagé, j'ai envie de dire, un engagement libre, désintéressé, au sein d'associations, c'est-à-dire pour le faire ensemble, un bénévolat qui accueille également les plus exclus d'entre nous, pour qu'ils puissent être mieux inclus, et un bénévolat qui nous permet d'avoir un rôle dans la société. Alors, comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça de 3 manières principales, c'est-à-dire en faisant connaître ce bénévolat, en travaillant à une meilleure mise en relation entre les bénévoles à la recherche d'un engagement et les associations à la recherche d'un bénévole, et en accompagnant les associations, c'est un peu à ce titre que je vais parler aujourd'hui, pour qu'elles améliorent leur pratique du bénévolat, j'ai été trop vite, par des conseils, des formations, etc. Et voilà. Je vais au passage dire 2 mots sur ce qu'est le bénévolat aujourd'hui, où on en est, de manière un peu globale. De manière un peu globale, on voit qu'il y a
en ce moment, dans notre pays, à peu près 13 millions de bénévoles dans une association, c'est-à-dire un de nos concitoyens sur 4. Et depuis que France Bénévolat a un baromètre du bénévolat, c'est-à-dire depuis une dizaine d'années, c'est un chiffre qui est globalement assez stable. Globalement assez stable, mais deux évolutions un peu en sens inverse, plutôt en croissance chez les plus jeunes et avec un tassement chez les plus âgés. Et puis, deux autres caractéristiques, un bénévolat qui est de plus en plus souvent ponctuel, c'est-à-dire avec des gens qui ont envie de s'engager sur une mission courte, voire très courte, plutôt qu'au long cours. Et je ne l'ai pas mis là parce que les chiffres sont un peu fragiles, mais on voit que c'est un bénévolat qui surreprésente les catégories de population les plus diplômées, les plus compétentes en termes intellectuels, parce qu'il peut y avoir d'autres compétences qu'on ne mesure pas. Et cet ensemble de trois évolutions, à la fois de rebascule démographique, de ponctualité et de compétences, nous semble plutôt renforcé par la crise sanitaire. On n'a pas de chiffres, mais quand on discute avec les associations, on s'aperçoit qu'il y a plus de jeunes, encore moins de plus âgés, plus de cours et beaucoup de compétences proposées aux associations. Bon, ces quelques mots étant dit, je vais passer à comment on travaille à mobiliser ces compétences bénévoles. C'est-à-dire, c'est l'objet de notre troisième mission, donc on aide les associations à cette mobilisation. Donc, la première chose, le premier élément dans cette mobilisation, c'est d'abord d'être à l'écoute des gens qui ont envie de s'engager. Alors, c'est peut-être bizarre de le dire comme ça, mais c'est le premier élément, c'est de s'intéresser aux gens qu'on a envie de faire venir. Et s'intéresser à eux, à ce qu'ils veulent et quelles sont leurs grandes motivations. Très généralement, c'est être utile, c'est être heureux dans leur bénévolat et c'est faire quelque chose qui ait du sens pour eux, défendre une cause. Et donc, d'abord, s'intéresser globalement à ce que veulent les bénévoles. Ensuite, ce qu'on conseille toujours à chaque association, c'est aussi de s'intéresser très concrètement aux bénévoles qui la contactent. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'apporter? Donc, c'est côté un peu bénévole. Côté plus association, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord s'interroger sur de quelles compétences on a besoin. Et ça n'est pas si simple que cela. Et en ce moment, on s'aperçoit que face à une vague assez importante de bénévoles compétents qui se présentent aux portes des associations, elles ont tendance à avoir un petit déficit de savoir comment mobiliser ces compétences, pourquoi faire. Donc la première chose, c'est d'être toujours en veille de quelles compétences on pourrait avoir besoin, comment ça pourrait se matérialisée en mission proposée à des bénévoles, comment communiquer sur ces missions pour donner envie aux gens d'y venir. C'est pareil, on peut avoir un déficit assez important là-dessus. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, être à l'écoute des compétences qui se proposent. C'est-à-dire, ce que j'ai dit, c'est qu'il faut à la fois définir ce dont on a besoin, mais le définir en gardant une très grande marge d'ouverture, parce que peut-être qu'on va voir passer à côté de soi des compétences formidables auxquelles on n'avait pas pensé et qui vont être juste ce qui est bon pour l'association. Donc, c'est à la fois définir et à la fois ne pas s'enfermer dans ces définitions, mais proposer, garder une très grande ouverture. Et puis, pour donner envie aux bénévoles, mais je vais y revenir dans un instant, proposer un cadre de l'engagement qui soit un peu sécurisant et qui montre aux bénévoles où est-ce qu'ils vont. Alors, ensuite, oui, faire venir des bénévoles, c'est une chose, mais on aperçoit beaucoup d'associations qui nous disent, enfin, moi, de faire venir des bénévoles, j'en ai énormément, surtout quand ce sont des associations relativement bien connues. Elles ont éventuellement beaucoup de propositions de bénévoles. Mais la grande faille, c'est de savoir les garder, savoir les motiver
et leur donner envie de progresser dans l'association. Donc, on élargit un peu en disant, à France Bénévolat, on présente 6 piliers du développement de l'engagement bénévole associatif. Alors, le premier, c'est celui dont je viens de parler, préparer les missions, clarifier les attentes, y compris, je cite au passage, réfléchir ou comment présenter, parce que salariés et bénévoles, il peut y avoir un peu de confusion et c'est mauvais et pour les uns et pour les autres, donc il faut être capable d'avoir réfléchi à cela. Ensuite, savoir recevoir et accueillir le bénévole, c'est-à-dire, c'est un peu ce que je disais, être capable de réfléchir à comment on va ponter ce qui est l'envie du bénévole et ce qui est le projet de l'association. On a 2 projets qui ne sont pas naturellement convergents et dans le recevoir et accueillir et du coup permettre de s'engager, il y a beaucoup cette réflexion sur comment les projets vont pouvoir s'articuler. Il y a intégrer le bénévole, donc l'intégrer, c'est-à-dire lui faire sa place dans le groupe, c'est aussi quelque chose sur lequel il faut se pencher, et l'intégrer de telle manière qu'il puisse s'engager dans un processus d'engagement qui lui donne les satisfactions qu'il recherche. Alors, le 4e, animer, c'est-à-dire être capable de faire collectif, ça c'est aussi quelque chose qui est tout à fait important, parce qu'une association, c'est un fonctionnement collectif, et donc chacune des compétences, il ne faut pas la prendre toute seule, et puis reconnaître et valoriser l'action du bénévole, c'est ce qui lui donnera envie de progresser, de continuer, etc. Et au passage, être capable de former ces bénévoles pour à la fois, eux, les rendre plus utiles encore que ce qui serait naturellement, et aussi en n'oubliant pas que la formation, ça peut être un élément de cohésion dans les groupes, donc aussi un 6e élément qui est important. Ensuite, donc les formations, l'appui et le conseil, en gros, on s'appuie sur ces ingrédients et on essaye à la fois de pousser les associations à y réfléchir et puis de leur donner des petits bouts de recettes, mais il n'y a pas tellement de recettes parce que, comme vous le disiez dans l'introduction, finalement, chaque association a son projet, a son histoire, a sa composition, et tout cela se joue et s'ajuste en fonction de tout cet écosystème de chaque association. Alors, quelques outils pour finir. Pour aider à cette mobilisation, ce sont des outils, en gros, un peu comme le contenu dont je vous parlais avant, que nous avons réuni et essayé de composer avec l'aide d'une commission que nous entretenons au sein de France Bénévolat et qui réunit une vingtaine de grands réseaux associatifs qui ont réfléchi à toutes ces questions pour essayer de voir comment progresser ensemble dans se faire venir des bénévoles et les faire progresser en son sein. Donc, premier élément d'outil, c'est ce qu'on appelle le cadre d'engagement. Alors, le cadre de l'engagement, c'est un petit peu ce qui va être proposé au bénévole et ce qui va lui être proposé assez tôt pour voir où il va et qui, en fait, va être un cadre pour lui donner envie, pour lui montrer dans quel écosystème, justement, il va œuvrer, comment il va contribuer au projet. C'est pour lui montrer comment il va être accompagné dans sa mission, comment il va être aidé par le collectif. C'est pour lui montrer comment, s'il le veut, il va pouvoir être associé réellement au projet, voire y prendre des responsabilités. Et c'est un peu dans l'idée de motiver et de guider chacun des bénévoles, et aussi, un peu plus en négatif, j'ai envie de dire, mais ce cadre, c'est aussi ce qui peut aider à surmonter des incompréhensions possibles, voire à gérer carrément des conflits. Parce que c'est aussi, on n'est pas tout à fait dans le bisounours toujours, et c'est aussi pas forcément évident.
Donc, dans ce cadre, on a appelé ça le cadre parce que qu'est-ce que c'est? C'est une charte d'engagement et il y en a, chacun en a une différente. On se refuse maintenant à en faire un vrai modèle. C'est peut-être une convention d'engagement réciproque. C'est le projet associatif qui va être mis aussi dedans. C'est peut-être un règlement intérieur sur certains sujets, dans certains domaines. Et ça peut être une lettre de mission, etc. Donc, c'est tout ça qui compose le cadre d'engagement. Et c'est aussi le livret associatif le livret d'accueil du bénévole auquel on accorde pas mal d'importance parce que c'est lui qui va être facile d'accès et qui va pouvoir s'approprier assez aisément. Et en gros, les gros points de passage de ce livret, c'est l'association qui dit qui elle est et en insistant énormément sur ses valeurs. Je crois que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais dans le cadre d'engagement, c'est les valeurs qui sont mises en avant. C'est dire quelle est la place des bénévoles dans l'association, surtout s'il y a en même temps des salariés, des services civiques, etc. Et c'est aussi, dans ce livret, les quelques outils qui sont proposés aux bénévoles et qui peuvent être mis là aussi. Et puis, le dernier instrument dont j'ai envie de parler, c'est pour valoriser le bénévole et le bénévolat, le passeport bénévole, qui est un outil qui a été conçu au départ par France Bénévolat, mais qui est en train d'être approprié et peut-être même modifié par beaucoup d'autres acteurs. Qu'est-ce que c'est que ce passeport bénévole? C'est en gros un livret qui reconnaît l'expérience et les compétences du bénévole et qui peut lui servir soit pour son emploi, compléter un CV, réfléchir à ses compétences pour un entretien d'embauche, voire passer une VAE. Et puis, c'est aussi un livret qui est pour soi-même, pour avoir comme élément de reconnaissance, comme témoignage de ce qu'on a fait. Et donc, c'est enfin, si vous souhaitiez vous renseigner, vous faites passeport bénévole sur Google et vous pouvez voir un peu ce que c'est. Mais je l'ai mis là, c'est pour insister aussi sur cet élément valorisation et reconnaissance du bénévole. Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur ce qu'on fait dans ce domaine-là. Merci Elisabeth, c'était très très clair. J'ai oublié de le dire en introduction, évidemment. Si vous avez des questions à poser à nos 3 témoins, vous avez d'abord, voilà, il y en a qui commencent à voir le chat en haut à droite. Oui, c'est en haut à droite, vous pouvez poser toutes vos questions et puis probablement qu'à la fin de notre webinaire, on aura un petit temps d'échange avec nos 3 témoins. Donc, ça me donne l'occasion de passer la parole à Gwenaëlle Beauvais. Vous êtes directrice territoriale Normandie d'Unicité. Et donc, grâce à vous, nous allons en savoir plus sur le service civique et comment l'activer. Donc, la parole est à vous, Gwenaëlle. Bonjour à toutes et tous. Alors voilà, je m'appelle Gwenaëlle Beauvais. Moi, je suis, comme vous le disiez, je suis directrice territoriale chez Unicité. Je représente la région Normandie. Je suis très contente d'avoir l'opportunité de valoriser le service civique et puis de représenter Unicité. Bon, Unicité, c'est plus de 400 salariés, des milliers de jeunes volontaires accompagnés, volontaires en service civique accompagnés tous les ans. Et voilà, on est présent là bientôt sur tous les départements. Mais je pense que ce qui fait ma fierté de travailler chez Unicité, c'est que c'est un réseau qui possède de grandes forces. Hein. On travaille, on a souvent l'habitude de dire, on travaille avec tout le monde. Et donc tous les acteurs de la cité, et c'est très en lien avec d'ailleurs les valeurs qu'on porte. C'est ce qui nous amène aussi à travailler avec des réseaux comme le Rameau. Voilà, on a aussi une autre force et ce sont nos salariés, ce sont les personnes qui composent l'association et qui participent à façonner le projet. Nous, on fait confiance à nos collègues, on leur fait confiance aussi pour innover. Et l'histoire nous a prouvé qu'on faisait bien de le faire. Il y a beaucoup de projets aujourd'hui qui existent chez Unicité qui ont été portés par des salariés partout en France. On a à cœur de garder un rythme fort d'innovation. On continue à innover tout le temps et c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Ceux qui nous connaissent savent qu'en général, on a plutôt une grande agilité, une capacité à
à répondre assez vite aux attentes aussi de nos partenaires, des jeunes et de nos collègues. Et puis voilà, j'en viens au sujet puisque je pense que notre plus grande force, c'est notre projet. Unicité, peut-être pour vous rebrosser un petit peu le portrait de la structure. Unicité, c'est une association qui a été créée au milieu des années 90 par des jeunes. Et leur rêve, c'était de permettre à tous les autres jeunes, en tout cas tous les jeunes, peu importe leur origine sociale, culturelle, leur niveau d'études, de pouvoir donner au moins 6 mois de leur vie à la solidarité. Et c'est cette idée d'ailleurs qui inspirera après, plus tard, la création du service civique en France. Chez Unicité, le principe est plutôt simple. Les jeunes sont volontaires et pendant 6 à 8 mois, ils vont réaliser des missions d'intérêt général adaptées aux besoins des territoires. Ils sont toujours en collectif et ils bénéficient donc d'un accompagnement, de formation, d'espaces de débat citoyen tout au long de leur mission de service civique. L'objectif du projet initial, c'était de renforcer le sentiment d'utilité en aidant les autres. C'était de favoriser notamment la tolérance et la capacité à travailler avec les autres, de trouver sa place dans la cité et de donner aussi du sens à sa vie. C'est un âge où voilà, l'expérience est quand même très introspective et c'est la spécificité aussi de ce dispositif, c'est voilà, à la fois d'être sur le terrain et de faire des choses qui sont profondément utiles aux autres, mais aussi de se laisser le temps. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être 100% à sa mission avec des objectifs qu'on n'a pas rentré à des objectifs liés à l'emploi. C'est qu'il faut aussi derrière que la première exigence, c'est de se trouver soi-même et d'avoir ensuite de vrais, que ça représente un vrai tremplin. Nous, on est convaincus d'ailleurs que le service civique est un tremplin. Les jeunes capitalisent des savoir-être et des savoir-faire qui sont nécessaires ensuite à leur parcours. Grâce à la loi sur le service civique aujourd'hui, des associations, des collectivités et plus largement un certain nombre de structures, globalement à peu près tous les organismes sans but lucratif peuvent demander leur propre agrément en service civique et donc accueillir des jeunes. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus que Unicité d'ailleurs pour notre plus grand plaisir parce que l'objectif est quand même de généraliser ce dispositif. On n'est plus les seuls à pouvoir accueillir des jeunes en service civique, mais on continue à développer notre modèle d'accompagnement en tant qu'expert et puis en tout cas du service civique et puis on propose aussi des formations aux structures qui accompagnent ces jeunes et on propose de les aider aussi à accueillir un ou plusieurs jeunes s'ils souhaitent, s'ils ont besoin d'un renfort et de soutien sur ce volet. Bon, je vous ai décrit quand même assez succinctement la plus-value du dispositif pour les jeunes. On pourrait, c'est vrai, y passer pas mal de temps parce que suivant les structures dans lesquelles ils font leur service civique, on peut allonger la liste de tout ce que ça peut leur apporter. Alors maintenant, pour les structures qui les accueillent, je trouve que c'est ça qui est fascinant et je trouve que c'est toute la richesse de ce dispositif. C'est que voilà, quand on accueille un jeune en service civique, je pense que on se projette dans on est sur un vrai projet d'équipe. De la même manière que c'est introspectif pour les jeunes, ça l'est aussi, on se l'aperçoit, nous on s'en aperçoit tous les jours, ça l'est aussi très souvent pour les structures qui accueillent ces jeunes. Le service civique pousse à questionner sur les perspectives, les projets sur lesquels on demande à des jeunes qui sont d'ailleurs pas des professionnels de se mobiliser. C'est aussi chercher au sein de la structure un référent tuteur ou tutrice qui pourra veiller et accompagner cette jeunesse. Et très souvent, ça, c'est pas une mince affaire parce qu'il faut aussi se reposer la question de savoir qui a un peu de temps, qui a l'énergie, qui a l'envie d'accueillir des jeunes au sein de la structure et de veiller à leur parcours. Il y a une spécificité, c'est qu'il n'y a pas de lien hiérarchique avec un volontaire. Et finalement, la seule marge de manœuvre, mais ça pourrait se rapprocher évidemment du bénévolat, c'est que la marge de manœuvre, c'est la motivation. C'est comment on arrive à faire raccrocher un jeune, surtout quand ce sont des jeunes qui sont assez éloignés d'une activité quelconque, comment on fait raccrocher au projet. Et donc, c'est véritablement, je trouve, moi, stimulant de s'adapter, de trouver ce qui va avoir du sens pour un jeune dans notre projet social.
Et puis, c'est l'occasion de mener des projets sociaux un peu innovants avec des esprits et des approches neuves. Dans tous les projets, on a l'habitude de le dire aussi, il y a toujours un espace de vulgarisation ou des actions simples à mener ou à faire mener pour des jeunes. On le voit hein, après la crise, on voit qu'il y a des besoins beaucoup plus larges que ce qu'on avait imaginé initialement sur des missions de solidarité qui font sens et qui sont certainement pas suffisamment couvertes aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui explose avec aussi des vraies demandes des structures pour aller plus loin, pour compléter après les missions qui sont par ailleurs faites par des salariés ou des bénévoles sur le terrain. Et puis, je trouve que c'est quand même assez génial de pouvoir donner la parole à des jeunes dans nos structures. Nous, je sais qu'on travaille avec beaucoup de structures qui vont avoir aussi, alors soit des salariés, soit des bénévoles vieillissants, ce qui est une très bonne richesse pour les jeunes parce que c'est un moyen d'avoir un vrai travail intergénérationnel. Mais c'est vrai que pour beaucoup de structures, c'est l'occasion de voir arriver des jeunes là où peut-être ils n'en voient pas habituellement. Et donc, c'est aussi laisser aux jeunes la possibilité de contribuer au projet, d'avoir une petite marge de manœuvre, de mettre leurs pattes sur les missions qui sont proposées. Et très souvent, je pense que la structure en sort au moins aussi bénéficiaire que les jeunes qui participent au projet. Et puis, c'est sûr qu'un des intérêts, alors encore une fois, la liste pourrait être longue, mais il y a un autre intérêt fort aussi pour la structure, c'est la création de ponts avec des acteurs très diversifiés. On l'a vu aussi à plusieurs reprises. C'est vrai qu'on a des structures qui ont un réseau d'acteurs qui est assez large, et pourtant, il y a parfois des acteurs qu'on n'a pas eu l'opportunité de toucher ou pour X raisons qu'on n'arrive pas à atteindre. Et on le voit, la force des jeunes, et d'autant plus la force de jeunes qui ne sont pas forcément spécialistes des domaines sur lesquels ils sont mobilisés, c'est de pouvoir attirer l'œil de partenaires, de potentiels partenaires qui viennent de partout et qui sont aussi toujours très curieux d'avoir la parole des jeunes, le regard de personnes qui ne sont pas professionnelles. Alors c'est vrai que peut-être contrairement à d'autres dispositifs, on ne va pas prendre le jeune pour son niveau de compétence. C'est un élément assez important à avoir en tête. On va vraiment le sélectionner et ensuite l'accompagner parce qu'il a une motivation particulière. Et ça, c'est quelque chose, c'est vrai, qui plaît beaucoup au tissu partenarial parce que le regard est nouveau, parce que la parole, en général, est plutôt simple, accessible à tous. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui plaît énormément et qui permet vraiment de créer du lien, de l'empathie aussi entre les différents acteurs. Donc voilà, tout un tas de raisons qui font que pour la structure, c'est vrai que ça a un intérêt fort. Et puis après, c'est vrai que c'est un dispositif qui a avant tout été créé pour les jeunes, mais on s'en aperçoit. Il y a un intérêt mutuel, un intérêt réciproque après à développer des missions de solidarité autour de ce dispositif-là. Chez Unicité, on le dit, le service civique, c'est être utile aux autres autant qu'à soi. Pas seulement pour les jeunes, comme je disais, aussi pour l'ensemble des acteurs qui gravitent autour de ces missions. Et en cela, je crois vraiment que le service civique, c'est un progrès fondamental pour notre société. Alors, j'ai pas toujours, paradoxalement, avant d'arriver chez Unicité, je connaissais pas très bien le service civique. C'était quelque chose d'assez éloigné. J'étais par ailleurs très investie dans tout ce qui est mouvement pour la paix et puis dans d'autres structures associatives avec d'autres formes d'engagement. Mais je crois que le service civique, c'est vraiment un dispositif dans lequel j'ai retrouvé quelque chose de très complet qui redonne aussi un peu espoir en la solidarité. Donc voilà, on espère créer des ponts, créer des liens et aussi encourager les structures à pourquoi pas passer au dispositif. Merci Gwenaëlle. Alors, les questions commencent à fuser. Il y en a 3 pour vous d'ailleurs, Gwenaëlle. La première d'Éric Vacher qui demande la différence entre volontaire service civique et engagement service civique. Alors,
je ne sais pas s'il y en a tellement. À partir du moment où on est volontaire en service civique, on est engagé en service civique. Après, je dirais que l'engagement en service civique est plus large. Le volontaire en service civique, c'est le jeune ou la jeune qui va signer un contrat d'engagement en service civique. L'engagement en service civique, c'est celle qu'on porte quand on est une structure qui accompagne des jeunes. C'est l'engagement qu'on porte quand on est salarié d'une structure qui encourage des structures à accompagner des jeunes en service civique. Et puis, ce sont tous nos partenaires. Tous nos partenaires ont un engagement en service civique dans la mesure où ils nous aident à porter le dispositif. Alors, la deuxième question, c'est Isabelle Roux qui nous pose une question très intéressante. Elle dit le service civique en milieu rural peut être complexe à mettre en œuvre. Est-ce que vous, en Normandie, par exemple, vous avez des exemples de mise en œuvre de missions de service civique? Alors oui, c'est une bonne question et finalement, ça tombe bien que la Normandie soit représentée. Nous, c'est un véritable enjeu, là, le service civique, développer le service civique en rural. C'est un enjeu parce qu'on l'a dit, hein, c'est un enjeu pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui, pour diverses raisons que vous imaginez bien, ont des difficultés à se déplacer vers l'urbain. Et donc, on doit amener aussi le dispositif vers eux. Et puis, il y a des partenaires qui ont des missions de solidarité à couvrir sur leur territoire, mais voilà, qui ne voient pas couvert, en tout cas, des missions qui ne voient pas couvertes parce qu'ils sont en rural. Donc voilà, le diagnostic est assez simple à poser. Après, les questionnements de départ, c'était comment ce qu'on avait pu développer sur le modèle urbain, comment on allait pouvoir le développer en milieu rural. Et nous, on s'est aperçu de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'il faut absolument adapter les missions au territoire. Ça prend du temps. Ça prend du temps de les développer parce qu'en rural, ça nécessite aussi de faire le lien forcément avec une pluralité d'acteurs. Ça nécessite de prendre le temps d'être à l'écoute parce que très souvent, on se rend compte que, alors nous, c'est souvent les principaux partenaires, en tout cas les incontournables, ça va être évidemment les collectivités. Et on s'aperçoit que souvent, ils savent pas quoi faire à des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a des besoins, ils en sont convaincus. Il y a des jeunes. Après, comment mettre tout ça en musique pour que ça respecte le cadre du service civique? Nous, c'est là-dessus qu'on va les aider. C'est ça qu'on va essayer d'impulser avec eux. Et puis, il y a tout le questionnement aussi qu'on peut avoir sur la question de trouver des jeunes dans le rural. Alors, il y a une légende qui dit qu'il n'y a plus de jeunes sur certains territoires. Nous, on vous assure que des jeunes, il y en a partout. L'enjeu, c'est de savoir, de connaître ces jeunes. Le message n'est pas le même peut-être aussi, parce que le public n'a pas le même profil. Et donc, un vrai travail, mais c'est valable pour le rural comme c'est valable pour n'importe quel territoire. Il y a un travail pour connaître le public et il y a un travail pour savoir comment les toucher et trouver la meilleure des configurations. Mais une mission en rural n'est pas une mission en urbain et ça, c'est vrai pour tous les territoires. Merci Gwenaëlle. Alors, il y a aussi des questions pour Elisabeth. Ce qu'on vous propose, c'est d'entendre Gabriel et puis on gardera un temps à la fin pour de répondre aux questions qui arriveront, qui sont déjà posées. Merci Gwenaëlle. Alors, Gabrielle, vous êtes fondatrice du cabinet Révélateur de richesses immatérielles et vous allez nous dire comment les salariés s'engagent pour les projets d'intérêt général. Merci, je suis ravie d'intervenir à côté de ces deux grandes structures de l'engagement au service de l'intérêt général. Alors effectivement, Révélateur de richesses immatérielles, c'est un cabinet qui existe depuis 7 ans et qui fait suite à un engagement professionnel que j'avais eu déjà pendant 10 ans auparavant au service de l'intérêt général. Donc, je crois que la question qu'on se pose tout de suite, c'est de savoir pourquoi l'employeur, pourquoi les entreprises vont impliquer leurs salariés. Là, on a parlé de bénévoles, on a parlé de service civique. Là, on va voir que côté entreprise, il y a différentes formes d'engagement, parmi lesquelles, effectivement, le bénévolat. Donc, pourquoi est-ce que ces employeurs s'engagent, veulent impliquer leurs salariés? C'est une question importante parce que souvent, quand on parle de l'engagement des employeurs et des entreprises en particulier en faveur de l'intérêt général, se pose la question de la sincérité de l'engagement de l'entreprise en faveur de l'intérêt général. Alors, cette sincérité, en fait, elle est complètement liée aux enjeux qui lient l'entreprise à l'intérêt général.
Et là, je vous ai fait en image, j'ai envie de dire, quelques illustrations d'enjeux qui peuvent être particulièrement prégnants pour les employeurs, pour les entreprises, comme les enjeux RH, la mobilisation des collaborateurs, la détection de talents, le maintien de ces talents dans l'entreprise, de pouvoir faire que les collaborateurs s'épanouissent à l'intérieur de l'entreprise pour faire qu'ils ne partent pas à la concurrence et que par conséquent on puisse garder les connaissances à l'intérieur de l'entreprise, mais également garantir un climat social de qualité, entre autres choses sur les enjeux RH. Il y a également, à titre d'illustration, ce que j'appelle l'inclusion handicap. Quand on veut sensibiliser ses collaborateurs à des questions d'inclusion, de handicap, eh bien, le lien avec des structures d'intérêt général qui sont spécialisées dans le domaine va permettre à la fois permettre aux collaborateurs de l'entreprise d'être beaucoup plus sensibles à ces questions, mais également permettre aux collaborateurs de s'impliquer à l'intérieur de structures qui agissent en faveur de l'inclusion des publics en situation de handicap. Autre exemple, c'est le développement durable. Alors, la contribution des entreprises au développement durable, qu'on appelle responsabilité sociale ou sociétale des entreprises en fonction des différentes appellations, l'entreprise va y contribuer à la fois en interne, avec l'implication de ses collaborateurs sur les gestes de préservation de l'environnement. Elle va également y contribuer à travers son modèle économique lorsqu'elle cherche à le faire évoluer. Et pour ça, il faut qu'elle réussisse non seulement à dire je le fais rentrer dans mon modèle économique, mais pour cela, je ne peux pas le faire sans l'implication réelle et concrète de mes collaborateurs. Et alors, il y a à la fois une dimension économique, vous me direz, sur ce champ-là, mais également une dimension d'intérêt général, puisque pour certaines des entreprises, s'impliquer en matière de développement durable, ce n'est pas toujours aller développer un marché lucratif. Et puis, il y a les dimensions d'innovation. C'est comment, lorsque je souhaite innover, est-ce que je reste dans une innovation classique où je vais le faire seul? Quand je dis classique, c'est historiquement classique, ou pour beaucoup, je vais le faire tout seul en laboratoire interne. Et maintenant, de plus en plus, on voit que l'innovation se fait à l'extérieur. On a l'habitude, à travers la communication grand média, d'entendre des collaborations entre start-up et entreprises. Mais cette collaboration, elle se fait également avec le monde associatif, avec le monde de l'intérêt général. C'est comment on va réussir à innover ensemble, à la fois pour des services et pour des produits. Ça, c'est un véritable enjeu pour l'entreprise que de réussir à rester innovante et rester innovant avec les structures d'intérêt général. C'est quelque chose de particulièrement fort, même si, effectivement, si ça vous intéresse tout à l'heure, on pourra revenir dessus, mais ça nécessite des ajustements culturels qui sont forts. L'ancrage territorial, on en parle souvent, et ça, c'est quelque chose également de très fort pour l'entreprise, de se dire, si je veux être bien sur mon territoire, eh bien, il faut que je m'intéresse à ce territoire, il faut que je m'intéresse aussi aux associations de ce territoire et à la communauté de ce territoire. La communauté au sens large, c'est les habitants, les résidents, les autres structures d'intérêt général qui existent sur le territoire. Et donc, à ce titre, je vais voir de quelle manière je vais pouvoir contribuer et donc je peux aller interroger le territoire dans cette direction-là. Et puis, il y a aussi, autre exemple d'enjeu qui peut être important pour l'employeur, c'est de rendre service aussi à ses collaborateurs. D'ailleurs, mais est-ce que très souvent, on entend des collaborateurs qui disent moi, je souhaiterais m'engager, mais je ne sais pas comment le faire. J'ai déjà appelé une association, mais ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas besoin de bénévoles.
du coup, je ne sais pas trop comment y aller, alors que j'avais entendu dire qu'ils avaient besoin de contributions. Bien là aussi, l'entreprise, avec son savoir-faire, lorsqu'elle est équipée de compétences en matière de mécénat, de compétences d'intérêt général, elle va pouvoir aider ses collaborateurs dans ce sens. Et donc, satisfaire à la qualité de vie, équilibre temps de vie privée et temps de vie professionnel de ses collaborateurs. Et puis, il y a des enjeux de méthode, à la fois pour elle-même et puis pour l'association ou la structure d'intérêt général. Des enjeux de méthode, c'est par exemple lorsque on a un produit ou une démarche de service que l'on met à disposition, eh bien, on a des enjeux de savoir comment on fait par rapport à certains publics spécifiques, que ce soit des publics éloignés de l'emploi, des publics qui pourtant peuvent être clients, des publics en situation de handicap qui sont de plus en plus, en tout cas pour un certain nombre d'entreprises, considérés comme des clients comme les autres, mais on n'a pas forcément la méthode. Et puis dans une démarche d'intérêt général, c'est de dire, eh bien, il faut aider aussi les structures d'intérêt général qui parfois manquent de compétences à coût très élevé. Eh bien, on va pouvoir mettre à disposition les compétences de l'entreprise, à disposition de ces associations de manière ponctuelle ou un peu plus durable. Donc ça, c'était quelques exemples d'enjeux. Au cœur, j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a d'autres enjeux pour ces différents employeurs, pour ces différentes entreprises. Et tout ça, ce petit cube stratégie, c'est pour dire que c'est pas forcément pour tout le monde, il est un peu décalé, c'est qu'il n'y a pas toujours une stratégie d'intérêt général pour les entreprises, déjà en fonction de leur taille. On n'a pas les mêmes enjeux à développer cette proximité en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du profil de territoire, puis en fonction de la culture de l'entreprise. Tout à l'heure, France Bénévolat nous parlait de cette culture associative, et effectivement, les valeurs et la culture côté employeur, entreprise est très importante. Et parfois, ça rentre dans la stratégie de développement de l'entreprise à long terme, qui est de dire, pour nous, c'est important, autant pour nos collaborateurs que pour d'autres enjeux. Donc concrètement, j'ai repris une segmentation qui avait été travaillée par le Rameau et publiée il y a quelques années. On est là sur 5 grandes catégories, on va dire, de modalités et d'implication des collaborateurs. Je vais aller assez vite dessus pour qu'ensuite on puisse répondre aux questions qui sont posées. Mais voilà, on va avoir une application autour de l'articulation des temps. C'est pour proposer aux salariés des solutions d'articulation entre le temps professionnel avec les temps sociaux, soit la famille, la participation à une association, à un projet associatif. Parfois, c'est même permettre aux collaborateurs eux-mêmes de créer une structure d'intérêt général. Je me souviens il y a quelques années où SFR proposait à ses collaborateurs d'être formés à la gestion associative. Ensuite, on a la mobilisation RH. Alors, la mobilisation RH, cette deuxième catégorie, elle va être pour mobiliser et sensibiliser les salariés autour d'un projet collectif porteur de sens. Là, on va pouvoir proposer aux équipes de l'entreprise d'aller tous ensemble réaliser un projet d'intérêt général ou contribuer à un projet d'intérêt général, ce qu'on appelle souvent les journées ou les semaines de solidarité, et qui ont l'air parfois de rien côté collaborateur parce qu'on n'y a passé qu'une journée, mais en même temps, quand on est une entreprise et qu'on arrive à passer une journée auprès d'une association et qu'on apporte véritablement du temps, de la compétence, parfois de la réflexion, de lieux, de différentes natures, ce sont d'un seul coup 5, 10, 20 collaborateurs qui peuvent arriver, parfois davantage, eh bien, c'est quelque chose que l'association n'aurait pas pu faire. Et là aussi, je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, tout ceci ne peut être efficace que si ça a été préparé en amont.
C'est-à-dire qu'on ne vient pas comme ça à 5, 10 ou 20 dans une association sans que la mission ait été préparée, que ce soit pour une demi-journée, une journée ou davantage. Le troisième type d'engagement qu'on peut avoir, c'est la mise à disposition de compétences. Là, on est sur du temps et des compétences de salariés sur le temps de travail, mais sans forcément avoir un partenariat particulier avec une association. On va simplement dire aux collaborateurs, voilà, vous avez une demi-journée par mois ou une journée par trimestre ou par mois qui peut être donnée à une association et on va vous permettre de contribuer à une cause qui vous intéresse, que ce soit sur les thèmes de solidarité de l'entreprise ou que ce soit sur les thèmes de solidarité que les collaborateurs ont choisis. Le partenariat associatif, quatrième type d'implication des collaborateurs, là on va être sur un type d'engagement qui est également sur du temps et des compétences sur le temps de travail des salariés avec des acteurs partenaires définis par l'entreprise. Là, c'est de dire, nous, entreprises, en tout cas employeurs, nous avons choisi de mettre à disposition du temps. Nous avons choisi de mettre à disposition du temps et des compétences auprès de certaines associations que nous avons choisies parce qu'elles répondent à certaines valeurs qui sont complètement convergentes avec celles de l'entreprise. Et à ce titre, eh bien, nous les proposons aux collaborateurs. Et là, vous avez parfois des mises à disposition qui peuvent être soit du même ordre que ce que j'appelais la mise à disposition de compétences, ou bien un peu plus longue parce qu'il y a un partenariat qui est mis en place. Et puis enfin, pour conclure, il y a la R&D sociétale. Là, on va être sur un engagement qui est, tout à l'heure, je ne sais pas, on est dans l'innovation. On va construire avec les associations, en tout cas les acteurs de l'intérêt général, une recherche et développement dans le cadre de partenariats stratégiques. C'est, je dois réinventer mon entreprise, soit sur un de ces segments de développement, ou bien même beaucoup plus globalement, et je vais aller chercher de la compétence, de l'inspiration auprès de la structure d'intérêt général qui va trouver des intérêts elle aussi à participer à cette R&D et parfois on arrive même à des expériences qui sont de développement commun de services. Alors, pour conclure, là, je vous ai parlé de typologie d'implication de collaborateurs, mais souvent on parle dans les mots habituels et qui relèvent de la loi de 2003 du mécénat, de mécénat de compétences, mise à disposition, donc mécénat de compétences un peu plus long. On va aussi avoir recours au bénévolat de compétences, donc je mets à disposition les compétences, mais en dehors du temps de travail. Donc, je propose à mes collaborateurs, mais ils sont libres de le faire ou non sur leur temps personnel. Les congés solidaires, effectivement, je n'en avais pas parlé, mais ça peut se faire sur des actions humanitaires. Et puis tout cela se fait à travers soit des services dédiés de l'entreprise, mécénat, RSE, innovation, etc., ou à travers des entités qui sont complémentaires, des personnalités juridiques complémentaires, associations, fondations, quel que soit le type de fondation, ou encore fonds de dotation. Voilà pour ce petit tour d'horizon de l'implication des collaborateurs et du lien avec l'intérêt général. Merci Gabrielle. Alors, on a une question qui nous reste pour chacun de vous. Donc, ce que je propose, c'est que peut-être, puisque c'était Gabrielle qui parlait, de dire qu'il y a une question d'Éric sur le mécénat de compétences. Et je redis juste la réponse de Charles Benoît qui rappelle que la question du mécénat de compétences va permettre de faire le lien avec le prochain webinaire du mois de février sur le financement, les ressources financières que l'on va pouvoir mobiliser. Mais peut-être quelques points complémentaires sur le mécénat de compétences et la place en quelques mots. J'ai pas vu la question. C'est la question, quelle est la place pour le mécénat de compétences qui peut être intéressant pour des réflexions ou des apports plus long terme?
D'accord, très bien. Alors, le mécénat de compétences, il peut avoir plusieurs intérêts pour l'entreprise. Alors, le mécénat de compétences, comme le mécénat en numéraire, il est défiscalisé au même titre que le mécénat sur la base de la rémunération chargée des collaborateurs, soit de manière individuelle ou de manière forfaitaire sur le salaire médian de l'entreprise. Donc, une fois qu'on a dit ça, l'entreprise, elle va s'intéresser au mécénat de compétences pour plusieurs choses. Un, parce qu'elle a reçu la demande des collaborateurs qui disent « moi, je souhaite m'impliquer dans quelque chose de solidaire, mais clairement, je ne sais pas auprès de qui, et je n'ai pas forcément le temps sur mon temps personnel, mais je souhaiterais pouvoir montrer que mon entreprise est solidaire avec son territoire ou certaines thématiques. » Et là, on va être clairement dans la qualité de vie au travail, dans la fidélisation des collaborateurs pour proposer quelque chose qu'ils ne vont pas trouver ailleurs. Ensuite, on a le mécénat de compétences qui est de dire « je souhaite nouer un partenariat avec des associations et je sais que moi, mes collaborateurs sont en pleine capacité d'aller aider cette association et d'être efficace très rapidement parce que mes compétences peuvent coûter cher et ça va avoir un impact rapide. » Et autre élément, c'est je souhaite former mes collaborateurs, par exemple, à du management différent. Eh ben, on sait que quand on est bénévole dans une association et qu'on est responsable d'une équipe de bénévoles, parfois on est même responsable d'une équipe de salariés, mais en tout cas quand on est responsable d'une équipe de bénévoles, eh bien on ne manage pas et on ne motive pas de la même manière parce que le levier du poids hiérarchique n'est pas activable. Et donc, on va pouvoir avoir un dialogue entre l'entreprise et l'association pour à la fois apporter une expérience managériale à l'entreprise qui va être importante pour structurer un projet et en même temps, ça va venir renforcer les compétences et les capacités managériales du collaborateur qui, lui, va revenir dans l'entreprise et disposer de nouveaux leviers de compétences pour aller vers son équipe et l'animer. Bon, ça, c'est entre autres choses. Merci, Gabrielle. Merci pour la concision. Une petite question pour Gwenaëlle. On nous demande, est-ce que l'Unicité a un partenariat avec une association du secteur social, notamment l'hébergement et l'insertion? Oui, tout à fait. Alors, Unicité, pour remettre dans le contexte, Unicité crée des missions de solidarité sur mesure dans des domaines très, très diversifiés. La culture, la citoyenneté, la sensibilisation aux droits de l'homme, la transition agricole, le numérique, puis les missions de soutien à certains publics, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les réfugiés, etc. Nous, on crée des missions en lien avec des acteurs qui sont experts des thématiques. Notre capacité, c'est finalement la capacité à trouver des missions qui sont accessibles à tous les jeunes, parce que je le redis, nous, on travaille avec des jeunes dans la diversité. Il y a une vraie volonté de rassembler les jeunes qui ne viennent pas de mêmes horizons. Et donc, comme on n'est pas expert de ces thématiques, on a évidemment besoin de tous les acteurs et le secteur social est très fortement représenté pour pouvoir forger des missions. Donc, l'hébergement et l'insertion, alors après, il y a plusieurs volets. On est, parce qu'on développe des missions sociales solidaires, on les développe en lien avec ces acteurs, que ce soit des acteurs nationaux ou très, très locaux. Et puis, on va aussi développer des partenariats, notamment dans le domaine de l'insertion, des jeunes, et que, encore une fois, le service civique, c'est un dispositif citoyen, et même si on sait que chez nous, quand les jeunes sortent du service civique, à 75-80%, c'est vers l'emploi qu'ils vont, vers la formation, vers le bénévolat, en tout cas vers une activité. Bon, bah voilà, c'est pour autant pas l'objectif qu'on se fixe. Et donc, il faut qu'on travaille avec des professionnels de l'insertion pour accompagner ces jeunes. Donc, sur les territoires, il y a effectivement des partenaires incontournables, Mission Locale, Pôle emploi, tous les spécialistes. Question courte, réponse courte. Pardon, ça y est, j'ai fini. Pas de souci. Et dernière question, Elisabeth, en quelques mots, il y a Florian Covelli qui nous demande votre vision sur les mutations du bénévolat de gouvernance. En quelques mots, si c'est possible. C'est justement un des sujets sur lesquels on est en train de commencer à travailler avec la commission de diverses associations dont je parlais. J'ai envie de dire deux évolutions auxquelles on pense. C'est une évolution vers de la gouvernance plus collective, un peu pour deux raisons, pour que ça pèse moins sur chacun, alors qu'on a un peu une crise de renouvellement de gouvernance, et d'autre part pour
pouvoir diversifier les compétences au sein de ces gouvernances. Et puis, l'autre élément que je voulais dire, c'est on évolue sans doute vers une gouvernance plus professionnelle et tout l'enjeu, c'est d'avoir un juste équilibre entre le plus professionnel et le maintien d'une très grande attention apportée aux valeurs de l'association pour ne pas passer à une conception qui serait entreprise. C'est les deux éléments que je peux dire un peu vite, mais on va continuer à travailler là-dessus. Merci beaucoup. Donc, Charles Benoît, est-ce que vous… Oui, merci beaucoup. Alors, je vais commencer déjà par rebondir sur ce que vient de dire Elisabeth, parce que ça nous tient fort à cœur, bien évidemment, cette question de la gouvernance du jouet collectif. Hein, et elle se pose à la fois dans les gouvernances des personnes, hein, donc au sein d'une association, mais elle se pose aussi dans les gouvernances collectives des organisations. Hein. Et vous savez peut-être que le Rameau a proposé au cabinet du président de la République qui a été suivi après par la ministre Jacqueline Gouraud, de créer une fondation des territoires pour être à l'écoute de ce dialogue entre acteurs publics et acteurs économiques au service national et territorial. Et après tout le cheminement que nous avons fait, la question majeure aujourd'hui, c'est cette gouvernance du jouet collectif. Et elle a été inventée et a été confiée à Jean-Paul Delevoye le 23 novembre dernier, à l'occasion du passage de cette nouvelle question sur la fondation des territoires, justement de se donner 18 mois pour se dire c'est quoi une gouvernance du jouet collectif au niveau d'organisation, puisqu'elle se pose au niveau des personnes, mais de la même façon et peut-être de façon encore plus complexe, elle se pose entre les organisations. Nous connaissons bien évidemment le dialogue social en France, hein, le paritarisme qui a vraiment un rôle essentiel entre les organisations, au sein de l'organisation, hein, entre patronat et syndicats. Eh bien, quelle est cette gouvernance entre les organisations d'un territoire public et privé? C'est toute la mission aujourd'hui de ce conseil de création de la Fondation des territoires sous la présidence de Jean-Paul Delevoye. Alors, bien évidemment, je ne peux m'empêcher d'être en résonance avec le rapport interministériel sur l'engagement associatif des actifs que la ministre Valérie Fourniron nous avait confié le copilotage aux côtés de la JEFVA des services en charge du développement de la vie associative et de l'engagement en France. C'était en 2014 et on peut mesurer à l'écoute finalement de vos trois témoignages les avancées significatives. Et je tiens à dire, on voit toujours et on parle toujours des verres à moitié vides, comme quoi les choses ne bougeraient pas. C'est pas Elisabeth que on se connaît depuis la création du Rameau, hein, Gabriel presque, Brunel un peu moins, mais c'est pas à vous que je vais demander de témoigner sur les difficultés que nous aurions eues il y a encore 5 ans à évoquer ce même webinaire, hein, à ce niveau à la fois de maturité et d'écoute des acteurs pour lancer cette dynamique-là. Donc, le premier élément de ce début de 2021, c'est réjouissons-nous. Sans doute, nous n'avons pas fait tout le chemin, mais regardons le chemin que nous avons accompli pour aussi nous donner l'élan dans la situation actuelle qui est la nôtre. Alors, de vos trois témoignages, je vais retenir un enseignement pour chacun d'entre vous qui m'a particulièrement touché. D'abord, le premier, Elisabeth, à tout seigneur, tout honneur, l'équilibre. L'équilibre de notre maison commune, elle commence par son propre équilibre. Si nous sommes en souffrance, si nous sommes en difficulté, nous ne pouvons pas aider les autres. Et donc, finalement, quelle doit être notre attention particulière à cet équilibre? Si je suis finalement la personne qui s'engage, quel est l'équilibre entre mon envie et le besoin de celui qui va m'accueillir? Mais si je suis une association, quel est finalement l'équilibre entre l'utilité de la mission qui va être faite chez moi et l'épanouissement de la personne qui va venir m'aider? Cet équilibre était au cœur même du rapport de la mission ministérielle. Et merci à toutes les trois, à votre façon,
d'avoir rappelé, et Elisabeth, tu as été la première à ouvrir le banc, que sans équilibre, il n'y a pas de jouet collectif. Et donc, quand on parle de l'équilibre de la maison, quand on parle finalement de cette capacité à pouvoir trouver, en avançant le juste équilibre, eh bien, ça commence par l'équilibre des talents et de la capacité finalement à être dans une réciprocité entre l'envie et le besoin, entre l'intérêt général et l'épanouissement personnel. Et il ne s'agirait pas de fixer un curseur. C'est telles les faces de la même pièce, nous devons réussir cela ensemble. Sinon, le déséquilibre est permanent. Alors, c'est comme la marche. Un équilibre, c'est on déstabilise le pied droit quand on le lève, il a besoin de la confiance du pied gauche pour avancer. Hein. Et puis après, c'est l'inverse. D'accord? Donc, il ne cherche pas, on n'est pas dans un équilibre égalitariste. On est bien dans un équilibre en mouvement. Parfois, on a besoin d'aider la structure d'intérêt général et parfois, on a besoin que la structure d'intérêt général nous aide. Et donc, il n'y a pas d'aidant et d'aider, il n'y a qu'un cheminement, un compagnonnage commun entre le je et le nous. Et c'est cette dynamique qu'incarne si bien ce premier volet, ce premier pilier de l'équilibre de la maison, l'articulation des talents. Le deuxième enseignement que je retiens, et c'est celui de Gwenaël qui a particulièrement bien formulé, c'est l'engagement de tous et partout. Et merci Gwenaël d'avoir commencé par l'engagement des salariés. Elisabeth peut témoigner combien je me suis battu pendant 10 ans pour faire reconnaître que oui, un salarié associatif est quelqu'un d'engagé. Et arrêtons de dire il y a les salariés et les engagés. Alors ça, c'est catastrophique. D'accord? L'engagement prend différentes formes. Et non, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, le salarié n'est pas un bénévole que l'on paye, ou le bénévole n'est pas un salarié que l'on ne paye pas. Donc, quand il s'agit des talents dans le premier levier du modèle socio-économique, on l'aura bien compris, ce n'est pas une question de valeur économique, c'est une question de valeur tout court. C'est-à-dire la valeur de l'intérêt général. Et là encore, si nous ne sommes pas capables d'engager tout le monde, y compris les plus fragiles d'entre nous qui sont les guides de cette action d'intérêt général. La force d'une chaîne, c'est à la fragilité du plus fragile qu'elle se mesure. C'est eux qui doivent être devant et nous derrière. Et d'ailleurs, tous ceux qui l'auraient oublié ont vu au moment de la Covid que quand tout le monde était bloqué, ce sont les premiers de corvée qui ont agi. Les plus fragiles d'entre nous. C'est grâce à eux que nous avons pu rebondir. C'est le cœur du sujet que l'engagement soit reconnu de tous, du plus grand au plus petit, et du plus petit au plus grand. Non pas dans une vision verticale, mais horizontale de l'importance de la contribution de tous. Nous le savons tous, depuis la construction des pyramides en moins 3000 avant Jésus-Christ, si vous ne prenez que des blocs de la même taille, vous ne faites pas une pyramide. D'accord? Moins 2600, je crois, sur les pyramides de Saqqara, si ma mémoire est bonne. Mais c'est aussi partout. Et Gwenaël nous l'a bien rappelé, ne croyons pas qu'il y a des solutions universelles qui viennent s'incarner partout et de la même façon. Les territoires sont différents et on ne s'engage pas de la même façon à Lille, Bressuire ou Cerisy. Vous voyez, Gwenaël, je connais un peu votre territoire, mais heureusement, petit clin d'œil à nos amis de Cerisy, parce qu'effectivement, ils y font un travail remarquable sur la pensée de notre société. Et donc, quelque part, il ne s'agit pas de donner des recettes, mais des balises, des repères. Des repères pour que chacun d'entre nous puisse se repérer, parce que l'autre travers, s'il n'y a pas d'universalité des recettes, c'est de dire, dans ce cas-là, il faut tout réinventer. Si on réinvente tout à chaque fois, nous ne sommes pas dans l'équilibre de la maison parce que nous ne pouvons pas. À un moment donné où nous avons de plus en plus de besoins sociétaux et de moins en moins de ressources pour pouvoir y répondre, nous ne pouvons pas ne pas avoir des solutions frugales. Donc c'est bien en tenant compte à la fois d'une capacité à avoir des repères communs pour gagner du temps et à la fois de les réinventer en fonction des spécificités des personnes
et des territoires que nous pouvons agir. Et là encore, comme l'a très justement dit Gwenaëlle, si nous ne connaissons pas le public et si nous ne connaissons pas les territoires, comment pouvons-nous agir? Nous ne sommes qu'en train de créer une situation qu'on aurait inventée. Et en tous les cas, nous ne sommes pas dans le ciblage des plus fragiles d'entre nous. Pour pouvoir agir, il faut connaître les fragilités des territoires et les fragilités des personnes. Ce doit être nos deux priorités et nos deux balises en ce contexte. Et pas seulement pour sortir de la Covid-19, mais plus généralement encore pour inventer notre capacité collective à répondre aux objectifs de développement durable. Et pour ça, merci Gabriel de nous avoir donné 2 clés de lecture. Le rôle de l'accompagnement. Je suis toujours surpris qu'en France, quand on dit accompagnement, on pense les plus fragiles. Dans le reste du monde, il m'est arrivé de faire du conseil en stratégie dans le reste du monde. Quand on se fait accompagner, tout le monde dit « Ah, bah dis donc, c'est que t'es fort !» En France, on considère que si on se fait accompagner, c'est qu'on est faible. C'est le contraire. C'est la personne qui sait qu'effectivement, elle a besoin de l'autre, que c'est ensemble qu'on va réussir, qui est forte. Et c'est bien parce que nous sommes dans nos fragilités individuelles qu'en se tournant vers l'autre, non pas pour qu'il nous aide de façon condescendante, mais pour qu'on chemine ensemble, alors on devient fort. Et la personne la plus aidée, ce n'est pas celle qui était fragile, c'est celle qui peut être utile à ce que la personne retrouve sa dignité. Parce qu'encore une fois, une humanité qui ne prendrait pas comme repère le plus fragile d'entre nous se trompera d'objectif. Il n'y a pas d'humanité sans prise en compte des plus fragiles d'entre nous. Nous l'avions oublié. La Covid nous le remet au centre de notre priorité. Entre parenthèses, nous n'avions pas complètement oublié. Parce que les États, lorsqu'ils ont signé en 2015 les objectifs de développement durable, en mettant l'ODD 17 dans la dernière ligne, juste pour que les pays du Sud puissent le signer, avaient bien conscience qu'il y avait là une clé à inventer ensemble. Et Gabriel nous a donné 2 clés pour l'inventer ensemble. D'abord, de s'appuyer sur les organisations qui sont les lieux de facilitation de l'engagement. Non, les organisations ne sont pas des corps intermédiaires. Oui, elles sont les premiers lieux de l'engagement collectif. Cessons en France de pouvoir considérer les organisations comme finalement des choses inutiles. Nous le savons bien. Nous avons besoin d'être avec d'autres pour agir. Et Elisabeth nous l'a très bien rappelé. Les entreprises jouent aussi un rôle de facilitateur de l'engagement. Certains ont peur de s'engager. Et finalement, de nombreuses entreprises ont permis de lever ce frein à l'engagement. L'étude que nous avions menée avec le ministère en 2013 était très claire sur ce point. Il faut lever les freins. Et le vice-président de l'Assemblée nationale, Sylvain Wasserman, nous rappelait combien l'engagement est anxiogène, y compris pour nos élus. Et donc, quelque part, comment nous accompagnons cela en ne nous trompant pas de fragilité est un élément majeur. Mais le deuxième pied que nous a donné Gabriel, c'est que nous avons besoin de tiers de confiance. Nous ne pouvons pas faire tout seuls. Et finalement, qu'ils s'appellent catalyseurs territoriaux, réseaux d'expertise ou tête de réseau, fédération professionnelle, plateforme RSE, fondation des territoires, fondation territoriale, PTCE, tout ce que vous voudrez, c'est le lieu de construction collective qui font le lien entre les hommes et les projets sont essentiels. Nous aurions dû apprendre de notre histoire, au moins depuis 200 ans, que non, l'intendance ne suivra pas. D'accord? Ça nous a coûté très cher au début du 19e siècle. Il serait bon de temps que collectivement, nous prenions conscience que le mythe de l'intendance suivra a fait son temps. Ça fait 200 ans qu'il dure. Hein. On va peut-être pas le détruire en 2 mois, mais en tous les cas, il faudrait peut-être le détruire jusqu'à l'agenda 2030. Hein. On a encore 10 ans pour le détruire. Mais il est urgent de commencer dès aujourd'hui. Alors oui, si la responsabilité de chacun est de commencer par se questionner sur l'équilibre de la maison,
Notre responsabilité collective est de faire attention à l'équilibre de chacun, dans une juste réciprocité. Alors oui, l'engagement, c'est de tous et partout. Et si un seul d'entre nous manque, alors il n'y a pas de co-construction du bien commun, alors il n'y a pas d'intérêt général. L'intérêt général, c'est tous, et non pas ceux que l'on choisit. Ce ne sont pas ceux qu'on va mettre dans un clan ou dans un autre, c'est bien tous ceux qui sont autour de moi, y compris ceux que je n'aime pas. La co-construction, ce n'est pas la co-gestion, c'est la capacité à travailler avec des gens différents, y compris ceux que je déteste. C'est ça l'intérêt général. C'est pour ça que c'est bien plus difficile que tout ce qu'on veut bien nous dire aujourd'hui. D'accord? C'est facile de travailler avec les gens avec lesquels on adhère dans les mêmes valeurs. Mais ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs, qu'est-ce qu'on fait? On les met à la poubelle ou on invente ensemble le juste équilibre de notre maison? Et puis oui, Gabriel, tu as raison. Si nous n'avons pas des femmes et des hommes qui se dédient aussi à l'accompagnement, qui structurent tel que Unicité peut le faire, tel que France Bénévolat peut le faire, tel que le cabinet révélateur de richesse humanitaire, mais je peux bien évidemment citer Passerelle des compétences, Pro Bono, tous nos amis qui se mobilisent. On a parlé du mécénat de compétences, on recevra lors du prochain webinaire nos amis de la LICAL. Bien sûr que nous avons besoin de toutes ces structures. Et arrêtons de considérer que ce sont des dépenses, ce sont des investissements pour être capables collectivement de porter, de valoriser et d'aider chacun à être contributeur de l'équilibre de la maison. C'est ça la réalité de cette richesse immatérielle dont Gabriel, depuis 7 ans, finalement nous révèle toute la portée et dont Elisabeth et Gwenaëlle, dans les formes différentes d'engagement, en sont les promoteurs. Merci à vous trois pour ces témoignages parce que nous sommes là, au cœur de l'équilibre de la maison, au cœur de la question du modèle socio-économique. Nous verrons la fois prochaine, bien sûr, la question financière. Parce que pour qu'une voiture avance, il faut choisir une énergie. Chacun choisira son énergie. Là encore, c'est facile de Yaka Faucon. Mais en tout cas, s'il n'y a pas d'énergie pour faire rouler la voiture peut être la plus belle possible et les chauffeurs les plus pertinents possibles, elle n'avancera pas. Et donc, nous verrons la fois prochaine, bien sûr, ce deuxième volet. Mais d'ores et déjà, rappelons-nous que les 3 enseignements que vous venez de donner sont les clés de voûte de la co-construction du bien commun. Ce sont plus fortement encore la clé de notre lien commun. Sans lien commun, nous ne réussirons pas à faire du XXIe siècle le siècle où, dépassant nos frontières individuelles, nous pourrons offrir à nos enfants la joie d'enfin considérer que oui, nous sommes tous frères et sœurs. Merci Charles Benoît. Il est 14h30, donc on va très rapidement vous dire ce qu'il y a dans le programme. Alors, les 3 objectifs, vous aurez l'occasion de les réaborder de façon plus approfondie dans la vidéo dont a parlé Charles Benoît et qui est accessible donc, sur notre site. Mais 3 objectifs: de partager une culture commune, de pouvoir se repérer et ensuite de pouvoir apprendre à piloter cette complexité. Donc, tout ça, on le réaborde dans la petite vidéo qu'on met à disposition. Ensuite, c'est de rappeler que dans ce programme, il y a 5 volets. Une animation de webinaire, ça c'est le sujet de tous les 3e jeudis de chaque mois, mais c'est aussi de pouvoir informer régulièrement et notamment, on s'appuie évidemment sur notre capacité à informer, mais aussi sur nos partenaires. C'est pouvoir s'assurer aussi que le savoir-faire d'accompagnement dont on vient de parler puisse être transmis pour que l'ensemble des acteurs de référence puissent être dans la réflexion sur le modèle socio-économique. On travaille de plus en plus avec la recherche académique et je salue notamment l'Institut français du monde académique associatif sur la question des modèles socio-économiques et au cœur de tout ça, avec l'Association française des fonds et fundraisers, on va monter une formation sur les modèles socio-économiques pour permettre aux personnes et bien sûr aux organisations de monter en compétence sur ce sujet. Les outils, de nombreux outils sont à votre disposition. Une vidéo qui présente l'ensemble du programme, des outils pour se repérer avec une fiche repère. Il y a évidemment le référentiel modèle socio-économique d'intérêt général qui est disponible et qui était publié avec Juris. Il y aura ce module également de e-learning sur
modèle socio-économique d'intérêt général dont a parlé en teasing Charles Benoît en introduction, et puis un ensemble d'outils de savoir-faire et de méthodes qui sont mis à disposition toujours en open source. Et pour terminer très rapidement, on vous donne rendez-vous le mois prochain, le 18, sur les leviers financiers cette fois-ci, qui nous permettra donc d'aborder la deuxième thématique, le deuxième pilier du modèle socio-économique, avant de parler des alliances au mois de mars et des autres thèmes, c'est-à-dire de conduire le changement à l'œuvre et d'incarner et de valoriser son modèle qui nous emmèneront jusqu'au mois d'octobre 2021. Voilà, et dernier... oups, j'arrive pas, ça marche plus. Voilà. Non, voilà, vous allez vous dire plein de choses. Je crois qu'il y a encore plein de choses, mais non, on s'arrête là. D'abord, une très bonne année, on n'a pas eu l'occasion de vous le dire. Et puis, on se donne rendez-vous le 18 février prochain. Et encore merci à Elisabeth, Gwenaëlle, Gabriel, et puis à vous tous qui nous suivez et qui êtes fidèles. Merci beaucoup. Au revoir à tous.